Bonjour à tous. Dans ce nouveau chapitre de la série Réinformation langue française, l'actualité m'oblige à parler de ce qui se passe en France davantage que dans les autres pays francophones. En effet, les candidats putatifs à l'élection présidentielle française de 2022 commencent à se bousculer sur la scène médiatique. Nous avons droit à des discours plus ou moins authentiques de la part de ces personnes dont certaines nous parlent d'un grand remplacement qui serait en train de se produire dans la société française. On nous parle aussi des zones de non-droit dans certaines parties du pays ou des territoires perdus de la République et dans lesquels seule s'impose la loi des caïds et des trafiquants de drogue. Ce que l'on nous décrit ressemble à un pan de tissu mité dans lequel les trous deviendraient de plus en plus gros. Ces trous correspondraient à des lieux qui n'auraient plus rien à voir avec ce qui définit la France et son système de gouvernement. Ce n'est pas à nous d'en juger, mais il est curieux que les politiciens ne parlent jamais d'autres zones de la France dans lesquelles la langue française est bannie ou interdite de citer. Certains d'entre nous se souviennent de Michel Serres, philosophe célèbre et historien des sciences, qui a enseigné à la Sorbonne, mais aussi à l'université Johns Hopkins et à Stanford aux États-Unis. Aux alentours de l'an 2000, ce dernier déclarait qu'il voyait davantage d'anglais sur les affiches et les pancartes de la capitale française qu'il n'y avait d'Allemands lors de l'occupation de Paris par la Wehrmacht de 1940 à 1944. Pourtant, cette observation correspond aux 10% de ce que l'on voit effectivement d'un iceberg dont les 90% restants sont sous la mer. Nous ne voyons effectivement pas les contrats de travail rédigés en anglais, auxquels doivent souvent se soumettre les chercheurs d'emploi qualifiés. Nous ne voyons pas les difficultés du personnel pour interpréter les manuels d'utilisation de machines complexes que l'on trouve dans les hôpitaux ou dans les usines et qui sont rédigés exclusivement en anglais. Nous ne voyons pas les modes d'emploi et les instructions d'utilisation rédigées exclusivement en anglais pour des machines conçues et fabriquées en France et expédiées dans des pays de la francophonie. Nous ne nous rendons pas compte que même le plus brillant des étudiants se destinant à une carrière de chercheur ou d'ingénieur n'obtiendra jamais ses diplômes s'il ne réussit pas un examen d'anglais. Même chose désormais pour les médecins, même s'ils n'ont aucune intention de quitter la France. De la même manière, on ne repère plus les instituts et écoles fonctionnant exclusivement en anglais et on ne sait pas que la connaissance du français pour un étudiant n'est plus obligatoire pour rejoindre un établissement d'enseignement supérieur dans les pays francophones du Nord. Lors des colloques scientifiques se tenant en France même, la tolérance ne consiste plus à accepter quelques présentations en anglais, mais à renoncer totalement à l'usage du français, désormais complètement banni dans les deux formes de la communication orale et écrite. De plus en plus d'écoles et d'universités publiques imposent à leurs étudiants des enseignements en anglais qui sont dispensés par des professeurs français ou francophones à des étudiants qui sont souvent, eux aussi, tous français ou francophones. Au-delà du caractère ridicule de telles situations, cela a pour conséquence que nos futurs ingénieurs et chercheurs ne connaissent souvent plus l'intégralité du vocabulaire français de leur future profession. En Europe, depuis la ratification du protocole de Londres sur les brevets d'invention en 2007, la France donne valeur légale à des textes rédigés en langue étrangère, principalement en anglais. D'ailleurs, depuis le passage de Mme Rachida Dati au ministre français de la Justice, l'étude de l'anglais a été imposée aux magistrats français, alors qu'ils sont censés travailler exclusivement dans la langue de la République. Toujours en France, dans certaines professions, une préférence d'embauche se manifeste de plus en plus pour les anglophones natifs au détriment des Français et des francophones qui deviennent ainsi l'objet d'une discrimination ouverte par d'autres Français
et des sous-citoyens dans leur propre pays. Par la volonté d'une poignée de dirigeants, de plus en plus de conseils d'administration se tiennent en anglais, au sein de conglomérats exclusivement français et sans qu'aucun anglophone natif n'y participe. De la même manière, depuis l'avènement de l'Agence française de la recherche, ou ANR, tout chercheur travaillant dans une université française ou pour un organisme public de recherche est tenu de faire ses demandes de financement en anglais, alors qu'il s'agit de l'argent des contribuables français pour des unités de recherche basées en France. Ce qui s'applique à la France est bien évidemment aussi le cas pour les autres pays francophones du Nord. Je pense que mes auditeurs vont trouver fastidieux que je continue cette énumération qui est loin d'être exhaustive, et nous allons un peu nous pencher sur les conséquences et les réactions à cet état de fait, qui ne date pas d'hier, bien sûr. Premièrement, voyons comment nos humoristes s'emparaient du sujet il y a une vingtaine d'années. J'ai choisi délibérément des documents un peu anciens, car l'humour de nos jours s'est souvent transformé en des propos très irrévérencieux vis-à-vis de certaines personnes qui sont en fonction aujourd'hui. On voit ici un dessin de Faisan qu'il avait fait pour le journal français Le Figaro en mars 1997, à l'occasion de la semaine de la francophonie. Quelques mois plus tard, à 3 jours de l'ouverture du 7e sommet de la francophonie de Hanoï, on avait entendu le ministre français de l'Éducation, Claude Allègre, déclarer que l'anglais ne devait plus être considéré comme une langue étrangère en France. D'où cet autre dessin de Faisan. Toujours en 1997, on avait pu voir des ministres en exercice manifester à Paris devant des banderoles rédigées en anglais. Ceux qui visionnent ma vidéo pourront faire un arrêt sur image pour lire les détails. Il y a néanmoins une diapo sur laquelle j'aimerais faire un commentaire. Il s'agit d'une offre de formation en anglais à des conditions avantageuses par Groupon. On y voit un homme sous la forme d'un singe, mais qui évolue rapidement vers sa forme humaine au fur et à mesure qu'il acquiert la maîtrise de la langue anglaise. Ce n'est pas sans rappeler ce que les Québécois entendaient dans les grands magasins du centre-ville de Montréal dans les années 60, lorsqu'ils s'adressaient en français aux vendeurs anglophones qui leur répondaient « Speak white ». Voyons maintenant ce que pensent les anglophones de ce phénomène d'anglicisation à haute vitesse de la France, prise ici à titre d'exemple. Sans doute, c'est la revue anglaise L'Économiste qui, dans son numéro du 5 au 11 juillet 1999, résumait le mieux la situation sous le titre « La grande illusion », suivi d'une illustration dans laquelle on voyait Marianne se regarder dans un miroir et qui croyait y voir l'oncle Sam en réflexion. Même si les dirigeants des pays authentiquement anglophones demeurent courtois et polis quand ils rencontrent leur contrepartie française, en coulisses, ils se moquent d'eux et bien sûr, ils font des gorges chaudes de la maladresse du président Macron lorsque, le 2 mai 2018, il invoqua la « delicious wife » du Premier ministre australien Turnbull lors d'une visite officielle à Sydney. La situation de la France est d'ailleurs parfaitement résumée par des anciens conseillers de la présidence états-unienne tels que Brzezinski, qui n'hésitait pas à dire que l'Europe, prise dans son ensemble, est un protectorat américain. Il faut bien se rendre compte ici que nous ne serons jamais de la même famille. En dépit des efforts accomplis par les dirigeants français et leurs hauts fonctionnaires et ceux d'autres pays francophones du Nord pour maîtriser la langue de Shakespeare, ils ne seront jamais considérés à égalité par ceux qu'ils veulent singer. Cela éclaire dans une certaine mesure le fiasco de l'affaire des sous-marins français qui devaient être vendus à l'Australie. Dès que le suzerain états-unien siffla la fin de la récréation des négociations avec les Français, les liens de solidarité ataviques entre anglo-saxons reprirent immédiatement le dessus et les Français furent évincés du jeu
et ce n'est pas la volonté dérisoire des Français de mieux maîtriser l'anglais qui changera quelque chose. Cet aspect des choses demeure totalement ignoré, même de l'école de guerre économique parisienne de Christian Arbulot. Mais plongeons encore un peu plus profondément dans les aspects totalement ridicules de cette anglomanie. Dans leur volonté forcenée de singer les anglo-saxons, les Français, ou plutôt les médias français, ont été jusqu'à inventer des termes qu'ils croient être de l'anglais, mais qui ne le sont pas. Il s'agit en fait d'emprunts de termes anglais non traduits, dont la signification a été mal digérée et sur lesquels s'est greffée une inventivité toute française dans la création de mots plus anglais que les anglo-saxons ne savent les concevoir. Relooking, par exemple, n'existe pas en anglais, qui utilise makeover ou restyle. Même chose pour barman, à la place de bartender, qui désigne à la fois un serveur ou une serveuse de bar. Pom-pom girl, qui désigne un cheerleader. Un sweat, qui remplace sweatshirt. Un tennisman, qui existe en anglais sous la forme de tennis player. Les chaussures de sport que l'on nomme basket et qui en anglais se nomment sneakers ou sport shoes. Un lifting qui se dit facelift en anglais authentique. Un brushing qui se dit blow dry. Un clip qui se dit en réalité music video. Le pressing qui se dit dry cleaner en anglais standard. Le smoking qui se nomme en réalité tuxedo. Un camping car à la place du camping van, le planning à la place de diary ou schedule, etc., etc., etc. Il y a quelques années, j'étais au Vietnam et je me suis rendu au centre culturel français de Hanoï qui s'appelle l'Espace et qui est en plein centre-ville sur la rue Trang Thien qui débouche sur le fameux opéra construit par les Français au tout début du XXe siècle et dont l'architecture s'inspire fortement de l'Opéra Garnier de Paris. Les étudiants du Centre culturel français, qui sont bien évidemment tous vietnamiens, étaient invités à la projection du film Home de Yann Arthus Bertrand. Et si vous êtes vietnamien, vous vous posez immédiatement la question de savoir pourquoi un producteur et réalisateur français se sent-il obligé de recourir à un titre en anglais pour nommer un film qu'il considère lui-même comme son chef-d'œuvre. Dans la même veine, j'ai assisté à une conférence de Jean-Marie Laine, prix Nobel français de chimie 1987, pour son travail sur les cryptates. La conférence était en français, mais tous ses supports de présentation étaient en anglais. Curieuse incitation à apprendre le français pour nos amis vietnamiens, n'est-ce pas ? Alors que le Vietnam est d'autre part membre à part entière de la francophonie. La question qui se pose pour les Vietnamiens est la suivante. Peut-on travailler avec des Français atteints de schizophrénie, puisque d'un côté, ils encouragent l'apprentissage du français par les dispositifs prétendument culturels qu'ils mettent à la disposition des Vietnamiens, tandis que d'un autre côté, ils n'ont de cesse que de dévaloriser leur langue et leur culture en singeant les anglo-saxons à chaque occasion. Toujours dans le cadre vietnamien, les Français payent aussi, par leur contribution aux programmes européens, pour des programmes européens de bourses de recherche qui exigent l'usage de l'anglais pour en faire la demande. Après cette introduction, je pense que nous pouvons aborder les choses un peu plus en détail et en premier lieu le secteur de l'éducation et surtout celui de l'enseignement supérieur qui comprend essentiellement les universités et les écoles d'ingénieurs. Or, dans ce secteur, la Commission européenne est très active. Elle pratique une politique d'anglicisation à outrance, sans l'annoncer explicitement. Un endoctrinement au tout anglais, qui ne semble pas avoir d'équivalent nulle part, par le biais des échanges universitaires financés par des programmes tels qu'Erasmus, par exemple. Dans le principe, Erasmus est conçu pour favoriser les échanges universitaires. Dans la pratique, Erasmus finance des stages d'études
de 6 mois à 1 an dans un autre pays de l'Union européenne pour les étudiants qui candidatent au programme. Théoriquement, et contrairement aux dispositions de la DG13 qui impose explicitement l'anglais dans le cadre de toutes les demandes de financement, Erasmus n'impose nullement l'anglais, mais se sert des petits pays ou ceux dont la langue n'a aucune diffusion internationale pour faire de l'anglais le seul choix possible pour l'étudiant qui s'y rend, en invitant ces pays à offrir des cours en anglais. Par exemple, pour promouvoir une mobilité vers la Hongrie, les universités hongroises offrent des cours en anglais. C'est déjà le cas depuis longtemps avec des pays tels que la Suède, la Finlande, le Danemark ou la Hollande, seul le petit pays qui, jusque dans les années 50, avait encore une langue à diffusion internationale. Pour ne pas être en reste, les autres pays eurent tendance à suivre. Ce fut le cas de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. D'autre part, des petits pays tels que le Luxembourg, où l'on fonctionnait traditionnellement en français ou en allemand, utilisent maintenant l'anglais dans le cadre de leurs échanges universitaires avec l'extérieur. Le Luxembourg a depuis une vingtaine d'années créé sa propre université nationale et semble avoir recruté, principalement au sein des départements scientifiques, des anglophiles notoires qui imposent même l'anglais comme langue de rédaction des thèses aux étudiants étrangers, même ceux qui viennent pourtant du monde francophone. Même topo en Suisse aussi, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL. Même chose en Belgique, avec l'exemple de l'Université catholique de Louvain, l'UCL de Louvain-la-Neuve. Bien que ces deux universités soient des membres à part entière de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et que, en plus, dans le cas de l'UCL, le président est souvent mandaté par l'AUF pour effectuer un certain nombre de missions pour l'agence, l'offre de cours en anglais a débuté, comme je le disais, dans des pays dont les langues n'ont aucune diffusion internationale. Mais de proche en proche, la pratique s'est communiquée aux grands pays de l'Europe continentale. C'est ainsi que des Alsaciens vont faire des stages en Allemagne en anglais, que des Italiens de San Remo, à 20 km de la frontière française, viennent faire des stages à Sophia Antipolis en anglais, à 20 km de Nice, et que des Vietnamiens francophones doivent rédiger leur thèse en anglais au département d'informatique de l'Université catholique de Louvain. Il faut absolument casser cette machine universitaire européiste et atlantiste qui essaye d'imprimer dans le cerveau des jeunes que la mobilité en Europe n'est possible que grâce à l'anglais. Évidemment, on ne trouve guère de jeunes Italiens, Allemands ou Français qui parlent hongrois, mais il faut démolir une fois pour toutes la croyance que l'on peut sérieusement découvrir et s'intéresser à un pays, sauf pour y faire du tourisme bien sûr, sans avoir à appréhender sa langue, surtout pour y faire des études. Il faut tordre le cou à cette promesse d'enrichissement culturel et de découverte par le biais d'un séjour qui se fait au détriment des intérêts du pays d'accueil et au détriment des intérêts du visiteur, mais au plein bénéfice des seuls pays anglophones. Indirectement, les valeurs promues par des programmes comme Erasmus sont le mépris des cultures nationales, le mépris des langues et de leur diversité. L'illusion que l'on peut bâtir des relations durables avec un peuple sans qu'on lui montre la politesse élémentaire d'apprendre sa langue quand on est chez lui. L'illusion que les jeunes peuvent vraiment se mêler à d'autres jeunes en parlant une langue qu'aucun ne maîtrise vraiment et que l'environnement dans lequel ils sont ne pourra pas, avec le temps, les aider à surmonter cet handicap. La Hongrie est intéressante par son caractère hongrois, tout comme l'Italie l'est pour son caractère italien. Si je me déplace pour retrouver la même chose ailleurs, quel est alors l'intérêt de me déplacer ? Nous devons dénoncer auprès des jeunes cette immense imposture qui est de leur faire croire qu'il faut aplanir les différences en les faisant passer au rouleau compresseur du tout anglais. Autant rester chez soi si on n'est pas vraiment intéressé par les différences.
nous nous déconsidérons à envoyer dans divers pays des jeunes qui refusent d'apprendre la langue des gens auxquels ils sont censés s'intéresser. L'anglais lingua franca est un concept qui a été lancé par les anglo-saxons, au seul bénéfice des anglo-saxons. C'est une monstrueuse imposture et nous devons de toute urgence la dénoncer comme telle et s'attaquer à la démolir.